sondage, 8%. Il a donc décidé que la France Insoumise allait réaliser ses propres sondages. Alors, quel est votre score selon les sondages maison? Est-ce que vous dépassez les 10%? Ce sont des données internes que l'on gardera comme un outil de pilotage interne. Je pense que peu importe ces sondages en externe, je sais qu'ils font beaucoup parler. Tout le monde a le droit d'en faire. D'ailleurs, la commission des sondages l'a dit. Ce qui compte, c'est la campagne qu'on mène. Vous en avez parlé, par exemple, l'emprunt populaire, le meeting qu'on fait à Nîmes cette semaine. On va en parler. Donc, je pense que c'est on ne dit rien des sondages. On garde ça secret. Non, c'est un outil de pilotage interne. Il ne faut pas en faire plus que ça. En tout cas, Marine Le Pen a dépassé les 20% à la présidentielle et ses électeurs semblent lui rester fidèles puisque sa liste dépasse les 20% dans les sondages. À votre avis, pourquoi les 7 millions de Français qui ont voté Mélenchon en 2017 n'ont pas l'intention de voter pour vous ? La plupart d'entre eux, pour être honnête, n'ont même pas l'intention d'aller voter du tout. Et c'est bien l'enjeu premier de cette élection, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'électeurs se déplacent le 26 mai pour aller voter. Mais les électeurs de la France Insoumise voteraient moins que les autres, c'est ce que vous dites? Exactement. En tout cas, c'est ce que disent les sondages, ces fameux sondages, si on les croit. Et moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui hésiteraient à aller voter le 26 mai, j'ai envie de leur dire deux choses. La première, c'est ne laissez pas Emmanuel Macron remporter la bataille, notamment ne laissez pas le laissez pas gagner sur un certain nombre de réformes qui vont être annoncées juste après les élections européennes, comme la réforme des retraites. Et puis n'oublions pas que l'Union européenne est présente dans notre quotidien. Par exemple, les céréales que vos auditeurs sont peut-être en train de manger ont été produites avec du glyphosate autorisé par l'Union européenne. Pareil pour se rendre ensuite au travail, les transports, l'accès aux transports publics. On sait qu'une directive a privatisé par exemple le rail et la SNCF et a conduit à la fermeture de petites gares. Voilà pourquoi il faut aller voter le 26 mai. Et voilà l'enjeu principal, je pense, de cette élection. Alors la France Insoumise et le Rassemblement National sont les deux partis qui ont manifesté le plus de soutien aux Gilets jaunes. Pourquoi le parti de Marine Le Pen en tirerait les bénéfices et pas la France Insoumise? Alors déjà, je pense que la tentative de nous mettre dos à dos n'est pas prouvée dans les faits. C'est vous qui avez apporté le plus de soutien aux Gilets jaunes, ces deux partis. Oui, je pense que là, le Rassemblement National, ça fait bien des semaines qu'on les a pas entendus parler des Gilets jaunes. Et il y a un signe qui ne trompe pas. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que le Rassemblement National n'est pas pour l'augmentation du SMIC, n'est pas pour le rétablissement de l'ISF, n'est pas pour un changement institutionnel. Bref, ne partage pas le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Après, vous dire qui profite du scrutin, c'est avoir une vision électoraliste des choses. Je sais juste que les propositions qui sont mises sur la table par les Gilets jaunes font écho aux propositions de la France Insoumise, que ce soit en matière de partage des richesses ou partage du pouvoir. Alors, une partie de vos électeurs aurait décidé de voter pour l'écologie. Yannick Jadot est d'ailleurs au-dessus de vous dans les sondages. Vous, sur l'écologie, je me permets de corriger, mais bon, on verra le résultat. On verra. Vous vous dites que pour mener une vraie politique écologique, il faudrait obligatoirement sortir des traités européens. Vous souhaitez que la France quitte l'Union européenne? Vous souhaitez le Brexit? Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez qu'on parle des traités européens. Si nous voulons avoir une politique écologique conséquente, il y a des freins posés par les traités européens actuels. Parmi ces freins, on trouve l'inscription du libre-échange dans l'ADN même des traités européens, ce qui fait qu'on organise un grand déménagement du monde en faisant venir des marchandises de l'autre bout du monde. Je vais au bout de ma démonstration parce que celle-là est importante. Les autres contraintes posées par les traités, c'est la règle des 3% de déficit, qui fait qu'on ne peut pas investir massivement dans la transition écologique, qu'on est contraint par cette règle alors qu'il faut beaucoup d'argent. On peut vivre avec 3% de déficit, mais on ne peut pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Je vous ai donné 2 exemples de contraintes, je pourrais en citer d'autres. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut user du rapport de force que représente la France, 18% de l'économie européenne, pour changer ces règles, pour rompre avec ces règles de l'intérieur. Et donc, ça veut dire soit on change collectivement les traités, soit on les change avec d'autres. Mais quoi qu'il arrive, nous n'appliquons plus ces règles. Sinon, nous ne pouvons pas faire de l'écologie une politique conséquente. Tous ceux qui disent l'inverse ne font que mentir, parce que sinon, nous sommes coincés et nous ne pouvons pas faire cet investissement nécessaire. Manon Aubry, hier, Jean-Luc Mélenchon a lancé un emprunt populaire pour financer votre campagne. Vous avez déjà recueilli 300 000 Je me permets de corriger la France Insoumise, qu'on personnalise souvent le mouvement autour de Jean-Luc Mélenchon, mais nous sommes un mouvement politique et pas juste Jean-Luc Mélenchon qui a lancé un emprunt. Ça vous dérange?
qu'on parle autant de lui, non, manifestement. Il y a eu une petite musique la semaine dernière avec un certain nombre de médias qui résumaient, qui disaient la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon reprend la main, etc. Une petite musique misogyne d'un certain nombre de médias, jusqu'à l'Obs qui a invisibilisé les femmes têtes de liste aux élections européennes. Je sais que nous ne sommes pas nombreuses, nous ne sommes a priori que 2 ou 3. Ça vous vexe, ça ? Non, je pense que ça résume les travers de la Ve République de personnalisation et une façon de faire de la politique qui est extrêmement misogyne. Et moi, je me bats contre ça. Et sur l'emprunt populaire, 300 000 euros. Hein. On a, en moins de 24 heures, en effet, collecté plus de 300 000 euros. Le concept est assez simple, puisque nous avons du mal à accéder à des prêts de la part de banques. Pourquoi ? Alors parce que c'est c'est un outil démocratique. Vous pensez, ou parce qu'ils non, nous ont peur malheureusement, de vous savez, je crois que c'est le cas de l'ensemble des mouvements politiques, alors que nous sommes quasiment assurés d'être remboursés par l'État. Mais c'est une vraie difficulté et un enjeu démocratique aujourd'hui. Donc notre meilleure force, ça reste le nombre. On n'a pas, à défaut d'avoir les millions d'euros, nous avons les millions de gens. Et donc nous faisons des emprunts citoyens auprès des individus. Et donc j'encourage tout le monde à faire des prêts ou des dons sur la plateforme finaction.fr qui nous permettra de mener campagne jusqu'au 26 mai. Vous êtes vous-même candidate, donc tête de liste. Le prêt minimum est de 400 euros vous-même. Quelle somme vous avez prêté pour financer votre campagne ? Je n'ai pas le droit. Dans les règles de la commission électorale, les candidats n'ont pas le droit de prêter de l'argent. Manon Bry, il y a eu hier soir 3 nominations au gouvernement. Simbeth Ndiaye s'occupait depuis longtemps de la communication d'Emmanuel Macron. Elle a été désignée pour remplacer Benjamin Griveaux, porte-parole. Elle est moins techno que Benjamin Griveaux, non ? Je me souviens de sa déclaration qui disait qu'elle assume mentir pour protéger le président de la République. Je crois qu'elle a trouvé toute sa place au gouvernement quand, pas plus tard que la semaine dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, a menti s'agissant du terrible incident qui est arrivé avec Geneviève Leguet lors de la manifestation des Gilets jaunes à Nice, où elle a été blessée par un policier qui l'a poussée. Le policier a exprimé des regrets que n'a pas exprimé le président de la République, ni même une once de compassion, même en pointant du doigt Geneviève Leguet en disant qu'elle manquait de sagesse en se trouvant dans cette manifestation. Donc finalement elle est plutôt bien adaptée à la fonction qu'on lui demande et je pense qu'elle trouvera toute sa place dans ce gouvernement. Autre nomination, Amélie de Montchalin pour remplacer Nathalie Loiseau à l'Europe, une économiste de droite. À l'Assemblée, elle était le fer de lance de la majorité pour la suppression de l'ISF. C'est un symbole de l'affaire entre gouvernements ? Oui, c'est tout un symbole. On vient d'avoir quand même plus de 3 mois de mobilisation sociale qui pointe du doigt l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été supprimé, une politique en faveur des plus riches. Et que fait le gouvernement en réponse à cela ? Il nomme celle qui est la chef de file, la fer de lance, dont son plus grand fait d'armes est la suppression de l'ISF. Donc c'est un signal terrible envoyé à la mobilisation sociale, parce que ça va bien au-delà de la question des gilets jaunes. Aujourd'hui, ce qui est largement partagé dans le pays, c'est davantage de justice fiscale et la demande du rétablissement de l'ISF. Je crois que le gouvernement ne l'a pas entendu. Manon Aubry, selon le Figaro, Nicolas Sarkozy est persuadé que le quinquennat d'Emmanuel Macron finira mal. C'est votre avis ? Franchement, j'ai même pas envie de commenter ça. On ressort les fantômes du placard de la politique. Mais sur le constat, sur le diagnostic... Je crois qu'il n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Sur le fond, Nicolas Sarkozy ? Oui, Nicolas Sarkozy. Et sur le fond, je crois que malheureusement, l'entêtement du gouvernement et du président de la République à ne pas entendre ce qui se passe dans le pays, à ne pas entendre les aspirations pour davantage de justice fiscale, de justice sociale, de partage du pouvoir, peut contribuer à une situation de blocage dans le pays. Et personne ne veut ça. Autre ancien président, François Hollande, au sujet d'Emmanuel Macron, dit ceci: à vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté. Partager son diagnostic ? Là aussi, on est le 1er avril, j'ai l'impression que c'est un peu un gag des retours des présidents de la République. Eh bien donc, non, n'est pas un poisson d'avril. Je ne sais pas s'ils sont coordonnés, mais je crois qu'il a de leçons à donner à personne. Emmanuel Macron est un peu la créature en fait de François Hollande. On rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a été ministre du gouvernement de François Hollande, qu'ils ont fait ensemble le CICE, qu'ils voulaient quand même la déchéance de nationalité, la politique économique injuste qui est menée à l'heure actuelle est finalement le fruit et la continuité du gouvernement précédent. Donc leurs petites phrases, leurs petits commentaires et leurs tentatives de retour politique est, je pense, assez ridicule et personne n'est dupe.
Merci Manon Aubry. Donc si je résume ce qu'on a entendu en partie dans votre interview de Crespo-Mara, Sarkozy, Hollande, des fantômes, Sibeth, une menteuse, donc elle est à sa place, en gros, c'est ce que vous avez dit entre les lignes, et qu'il faut rompre avec les 3% des critères de Maastricht, justement pour changer la donne et pouvoir mettre plus d'argent pour le réchauffement climatique. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Manon Aubry dans l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara. Nikos Aliagas sur Europe 1. Dans un instant, la météo de Laurent Cabreux.